Bonjour, aujourd'hui je vous parle de la gigue, la dernière danse, celle qui va clore les suites. Ici, un extrait de la gigue écrite par Jean-Sébastien Bach pour sa deuxième partita. On reconnaît la gigue par son côté vif, enjoué. La gigue est gaie. C'est une danse irlandaise qui va débarquer en Écosse, en Angleterre, au XVe siècle, en gardant toujours cette caractéristique. Une danse dansée très rapidement, avec des pieds qui claquent, des talons, des pointes, parfois simultanément. Elle débarque en France au début du XVIIIe siècle. La gigue tient son nom de gigue, qui serait un ancêtre du violon, du moins un instrument à cordes frotté par un archet. Et puis ce gig donnerait naissance au mot Geige, le nom que l'on donne au violon en Allemagne, der Geige. La gigue en France, c'est aussi un cuisseau de chevreuil, d'où l'expression une grande gigue pour jadis définir une fille qui avait des grandes jambes. Ici, rien à voir. Donc, on est dans la danse, dans ce geige, dans cette gigue, donc dans l'univers du violon, un violon populaire. La gigue est irlandaise, sans l'ombre d'un doute, et puis le violon est étroitement lié à l'Irlande, puisque pour les musiciens qui n'avaient pas l'opportunité d'avoir un enseignement d'un maître à domicile, ou de suivre l'enseignement de tel ou tel musicien, ils ouvraient des livres. À l'époque, il y avait un livre fameux d'à peu près plusieurs centaines de danses irlandaises. Et puis, on apprenait presque vraiment en autodidacte à jouer ces mélodies irlandaises, donc dont beaucoup de gigues. Il y a toute une école du violon finalement, qui sera une école profondément influencée par l'Irlande, par la musique irlandaise, donc par la gigue. Alors cette danse vive, enjouée, va débarquer en France à partir de 1700, notamment par l'intermédiaire de Jacques Gauthier, qui était un luthiste. Le luth, je vous en parlais précédemment, hein, d'où le luth qui donne le nom de l'artisan, le luthier qui fabriquait ces instruments et donc qui fabriquait aussi les violons. On ne va pas revenir là-dessus. Et puis, ce Jacques Gauthier était luthiste à la cour d'Angleterre, mais il était français, et effectivement va emmener avec lui en France cette gigue qui va avoir toutes les faveurs du public et qui va être dansée dans les bals populaires comme à la cour, et qui va finir par être la quatrième grande danse, l'ossature donc de cette suite allemande, courante, sarabande, gigue. Les caractéristiques. Première caractéristique, je le disais, la danse, la gigue est enjouée, elle est vive, elle est gaie. On trouve aussi une définition où on dit qu'elle est aimable. Donc, à nouveau, ne pas tomber dans une nervosité d'interprétation. On peut jouer une gigue rapidement, on peut la jouer lentement, mais il faudra toujours rester dans cette amabilité du propos. Une des caractéristiques, la seconde caractéristique de la danse, c'est qu'il ne faudra pas oublier qu'elle est dansée avec des pas très sautillants. Et il y a toujours ce côté où on est un peu voilà, suspendu.
et que lorsque l'on joue une gigue, éviter d'avoir des appuis trop forts. Troisième caractéristique, elle s'inscrit dans un dactyle. Vous vous souvenez de l'allemande du dactyle, c'est ce tactus court, court, long. Eh bien, la gigue s'inscrit aussi sur un tactus du dactyle. Court, court, long. D'où l'importance de veiller à ne pas donner d'accent sur le quatrième temps. Souvent on entend un accent sur ce quatrième temps, alors qu'on devrait ne pas réactiver ce temps long qu'on pourrait imaginer comme un temps de repos. Les temps courts du dactyle étant les temps où on imagine le danseur avancer et le temps long où le danseur se reposerait. Je recommence. J'utilise mes deux temps courts pour aller sur le temps long. Alors encore une fois, je le répète, je parle ici de tactus, de poids, de direction et non pas de chorégraphie. Parce qu'effectivement, malgré ce tactus qui va être toujours sous-jacent dans le propos musical, il y a effectivement des tas de chorégraphies qui peuvent s'y greffer. Même des chorégraphies rapides, sautier avec ses claquements de pieds, de talons, comme je l'indiquais auparavant, qui est une caractéristique de la gigue, mais toujours à l'intérieur de vous, cette pulsation court, court, long. Les deux gigues que Bach nous propose, que ce soit celle-ci dans la seconde partita ou dans la troisième, vont au début respecter cette idée de court, court, long, action, action, repos. Que ce soit dans celle-ci ou dans celle-ci. Mais ensuite, on voit très bien que Jean-Sébastien Bach va broder autour de ces gigues et donc mettra plutôt en avant ce côté un peu trépitant des pieds et des talons qui claquent et des pointes qui claquent dans ce déferlement de double croche. Difficile ensuite de s'inscrire dans ce tactus du dactyle. Mais qu'importe, s'il n'est pas nécessaire en musique baroque de marquer sciemment et de manière appuyée les tactus, il faut tout de même les ressentir en soi, même lorsque le compositeur prend des libertés. Court, court, long. Court, court, long. On voit que jusqu'à cette cadence, qui nous fait retomber donc en Ré, on peut se greffer sur ce tactus. Ensuite, il sera intéressant de voir que Bach développe cette gigue sans forcément avoir cette alternance de court, court, long. Mais encore une fois, même si elle n'est pas marquée musicalement, gardez-la en vous. Autre chose intéressante dans cette gigue, c'est qu'il nous apparaît des fortés et des pianos, des nuances. Bach écrit très, très, très rarement des nuances. Dans presque toutes les œuvres de Jean-Sébastien Bach, vous ne trouverez pas de forté, pas de piano. Les nuances sont rares chez Jean-Sébastien Bach. Ici, elles indiquent très clairement, il y en a quelques-unes, il y a 3 ou 4 mouvements, peut-être même moins, dans toutes les sonates et partitas de Jean-Sébastien Bach, qui ont des nuances d'origine, écrites par Jean-Sébastien Bach. Souvent, elles nous indiquent des échos. Et quand vous jouez ces nuances, ayez l'impression d'être très proche de l'instrument quand vous jouez forté et presque lointain quand vous jouez ces échos piano. C'est important aussi de resituer, enfin, de définir peut-être la nuance en utilisant les mots de Rameau. Rameau nous dit que le forté, la description du forté,
et renforcer l'expression de la note. Ce n'est pas forcément une question de dynamique. Actuellement, on voit forte, donc on joue force avec beaucoup de poids, beaucoup de vigueur, beaucoup d'énergie, et puis piano, peu de son, etc. Mais pensez-y toujours, dans la musique baroque, le mot forte a aussi cette définition d'expression, renforcer l'expression de la note. Aussi, il n'est pas forcément nécessaire de jouer avec trop d'appui et forte, mais peut-être des fois les considérer en se disant, tiens, je vais exprimer la chose avec plus de force. Et le piano peut-être être un tout petit peu plus en retrait au niveau de l'affect que je vais donner. On peut imaginer un cousinage entre la tarentelle et la gigue. Très souvent, notamment dans les sonates italiennes, là je ne parle pas de partita, je parle de sonate, le dernier mouvement est une gigue. Toujours cette alternance de rythme, on va dire, sautillé, souvent 3 notes. De 3 notes souvent liées avec les 2 premières notes liées. Etc. Il y a beaucoup de gigs, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de gigs aussi en italienne. Donc très souvent, elles vont clore les sonates et elles seront parfois aussi très proches. Moi, je parle vraiment d'un cousinage avec la tarentelle. La tarentelle était une danse italienne qui, on dit, est en rapport avec la tarentule. On utilisait cette danse pour se guérir des piqûres des tarentules. Pas forcément des tarentules d'ailleurs, parce que ça c'est quelque chose que l'on dit encore jusqu'on a dit jusqu'à aujourd'hui, mais il s'agirait peut-être de la tarente, une petite araignée. La tarentule est grande, tandis que, mais visiblement son poison n'est pas plus douloureux qu'une piqûre de guêpe. Mais la tarente, petite araignée, elle, avait un poison qui était beaucoup plus douloureux, et on dansait cette danse de manière très vive pour chasser le poison de son corps. Et cette tarentelle, souvent, est très proche de la gigue, mais elle n'a pas ces points, on va dire, de repos. Vous verrez très souvent que dans une gigue, on a systématiquement court, court, long, et que ce long peut être un synonyme, un synonyme de repos, tandis que la tarentelle, elle est toujours dit la papa, la papa, la papa, la papa, la papa, la papa. Elle a toujours ce côté comme ça très fluide, on va dire entré dans la danse. On imagine ces danses qui se dansent en rond, où tout le monde se danse, se tient la main, et tout à coup on a envie de rentrer dans la danse, et donc de rentrer dans ce cercle et de donner les mains à son tour et de continuer cette danse. Cette tarentelle, elle, avant de commencer d'ailleurs l'exécution d'une tarentelle, n'hésitez pas à avoir en vous ta la papa, la papa, la papa, la papa, ce rythme voilà, en vous. De même que pour la gigue, gardez le court, court, long. Voilà pour les explications de la gigue, j'espère ne rien avoir oublié. On se retrouve pour d'autres danses bientôt. Je vous parlerai des autres danses évoquées par Jean-Sébastien Bach. Le menuet, le lourd, la gavotte. Est-ce que j'en oublie? La sicilienne. Et je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite une très agréable fin de journée et vous retrouve avec plaisir très bientôt.